Le restaurant Le Papillon d'Or brillait de mille feux ce soir-là, ses lustres en cristal projetant des reflets dorés sur les nappes blanches immaculées. C'était l'un des établissements les plus prestigieux de Paris où les réservations se faisaient des mois à l'avance et où chaque assiette était une œuvre d'art culinaire. Leïla essuyait nerveusement ses mains sur son tablier noir alors qu'elle observait l'agitation inhabituelle près de l'entrée. Le directeur, M. Beaumont, ajustait sa cravate pour la 10e fois en 5 minutes, tandis que le chef sommelier vérifiait une dernière fois la sélection de vins rares qu'il avait préparés. Un client très important était attendu, et toute l'équipe était sur les nerfs. Leïla travaillait au Papillon d'Or depuis seulement 3 mois. À 24 ans, elle économisait chaque centime de ses pourboires pour financer ses études de traduction. Personne au restaurant ne connaissait vraiment son histoire, sa double vie entre les tables élégantes et les amphithéâtres universitaires. Pour ses collègues, elle n'était qu'une autre serveuse parmi tant d'autres, discrète et efficace. La porte du restaurant s'ouvrit enfin et un silence respectueux s'installa. Rachid Al-Mansouri fit son entrée, accompagné d'une petite délégation. Le milliardaire saoudien était connu dans le monde entier pour ses investissements stratégiques et son empire commercial qui s'étendait de l'immobilier aux nouvelles technologies. Les flashs des paparazzis crépitèrent à l'extérieur avant que les portes ne se referment, les isolant du chaos du monde extérieur. Rachid portait une tobe blanche immaculée, sous un bichte noir brodé de fil d'or, son kéfier maintenu par un agal élégant. Son visage était sévère, ses traits taillés dans le marbre, et ses yeux sombres scrutaient la salle avec une intensité qui mettait mal à l'aise. Il était accompagné de 3 hommes en costume sombre, probablement ses conseillers et gardes du corps. Monsieur Beaumont s'avança, son sourire professionnel parfaitement calibré. Il s'inclina légèrement et commença son discours de bienvenue en anglais, les mots soigneusement répétés qu'il avait préparés toute la journée. Mais Rachid ne répondit pas. Il se contenta de regarder le directeur avec une expression indéchiffrable, puis se dirigea vers la table réservée sans un mot. L'atmosphère devint glaciale. Monsieur Beaumont échangea un regard inquiet avec le maître d'hôtel. Pendant les 2 heures qui suivirent, ce fut un balai de confusion et de malentendus. Rachid refusait de communiquer en anglais ou en français. Il parlait uniquement en arabe, sa voix grave résonnant dans la salle avec une autorité naturelle. Mais personne ne comprenait ce qu'il disait. Les serveurs apportaient des plats qu'il repoussait d'un geste de la main. Le sommelier présentait des vins qu'il ignorait complètement. Ses conseillers tentèrent de traduire, mais leurs efforts semblaient insuffisants ou peut-être délibérément ignorés par le milliardaire. La tension montait, et Leïla pouvait voir la panique se peindre sur le visage de M. Beaumont. Ce dîner, qui devait sceller un important contrat d'investissement dans plusieurs établissements français, tournait au désastre. Leïla observait la scène depuis sa station, son cœur battant de plus en plus fort. Elle comprenait chaque mot prononcé par Rachid. L'arabe était sa langue maternelle, celle que sa grand-mère lui avait apprise pendant les étés passés à Beyrouth, celle qu'elle perfectionnait à l'université. Mais devait-elle intervenir? Elle n'était qu'une simple serveuse, et la hiérarchie du restaurant était stricte. Rachid venait de repousser un autre plat, sa voix s'élevant avec frustration. Il disait qu'on ne l'écoutait pas, que personne ne respectait ses demandes alimentaires spécifiques liées à ses convictions religieuses, que cette soirée était une perte de temps monumentale. Ses conseillers semblaient embarrassés, incapables de gérer la situation. M. Beaumont transpirait maintenant visiblement. Il fit signe à Leïla d'approcher, espérant peut-être qu'un nouveau visage pourrait changer l'atmosphère. Elle s'avança vers la table, son plateau tremblant légèrement dans ses mains. C'était maintenant ou jamais. Elle prit une profonde inspiration, et d'une voix claire et assurée, elle s'adressa à Rachid en arabe dialectal du Golfe, le dialecte qu'elle l'avait entendu utiliser. Les mots coulèrent naturellement, avec le respect et la courtoisie appropriés. Elle s'excusa pour les malentendus, expliqua qu'elle était à son service, et demanda comment elle pouvait rendre sa soirée plus agréable. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Tous les regards convergèrent vers elle, celui de Rachid exprimant pour la première fois de la surprise, puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Rachid Al-Mansouri fixa Leïla pendant un long moment, ses yeux scrutant son visage comme s'il cherchait à déchiffrer un mystère. Puis, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres, le premier de la soirée. Il répondit en arabe, sa voix perdant instantanément son ton irrité pour adopter une chaleur inattendue. Il lui expliqua qu'il était soulagé de pouvoir enfin communiquer. Depuis son arrivée à Paris 3 jours auparavant, il avait l'impression d'être invisible, réduit à des gestes et des sourires forcés. Ce soir, il avait volontairement refusé de parler anglais pour tester ce restaurant réputé, pour voir si quelqu'un ferait l'effort de le comprendre dans sa propre langue. C'était une question de respect, de reconnaissance de son identité culturelle. Leïla traduisait ses paroles à M. Beaumont, qui passait de la panique au soulagement, puis à une gratitude évidente. Elle servait maintenant d'interprète, un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé tenir dans ce restaurant chic. Elle expliqua que Rachid souhaitait des plats halal, préparés selon des règles strictes, et qu'il préférait certaines épices orientales aux saveurs françaises traditionnelles. Le chef fut convoqué d'urgence. Leïla lui transmit les préférences de Rachid, suggérant même des adaptations possibles des plats du menu. Le chef, initialement offensé qu'on critique sa cuisine, se radoucit en comprenant qu'il s'agissait de convictions religieuses profondes. Il retourna en cuisine avec un nouvel enthousiasme, déterminé à créer quelque chose d'exceptionnel. Pendant que les nouveaux plats étaient préparés, Rachid engagea la conversation avec Leïla. Il lui demanda d'où elle venait, comment elle avait appris l'arabe avec une telle perfection. Elle lui raconta son histoire avec une humilité naturelle. Son père était libanais, sa mère française. Elle avait grandi entre 2 cultures, 2 langues, 2 mondes. Après le décès prématuré de son père, elle et sa mère avaient traversé des moments difficiles, mais sa grand-mère paternelle avait insisté pour maintenir le lien avec leurs racines arabes. Rachid écoutait avec une attention qu'il accordait rarement aux autres. Il voyait en elle non pas une simple serveuse, mais une jeune femme éduquée, intelligente, qui possédait un don précieux dans un monde globalisé. Il lui parla de ses propres enfants, de l'importance qu'il accordait à l'éducation et au pont culturel. Les plats commencèrent à arriver, transformés par le chef qui avait incorporé des touches orientales tout en maintenant l'excellence française. Un tagine d'agneau revisité, des épices du souk mélangées à des techniques de cuisson françaises, une présentation digne d'un tableau de maître. Rachid goûta la première bouchée et son visage s'illumina. Il complimenta le chef à travers Leïla, qui rayonnait de fierté en voyant les 2 cultures se rencontrer dans l'assiette. La conversation se poursuivit tout au long du repas. Rachid expliqua son projet d'investissement non seulement dans des restaurants, mais dans des initiatives culturelles visant à rapprocher l'Orient et l'Occident. Il cherchait des personnes capables de naviguer entre les 2 mondes, des traducteurs pas seulement de mots, mais de culture, de valeurs, de visions. Leïla traduisait pour M. Beaumont et les conseillers de Rachid, mais elle ajoutait parfois des nuances culturelles, expliquait des concepts qui se perdaient dans la traduction directe. Elle était devenue bien plus qu'une simple interprète, elle était un pont vivant entre 2 univers qui peinaient à se comprendre. À un moment, l'un des conseillers de Rachid, un homme nommé Karim, lui demanda directement pourquoi elle travaillait comme serveuse avec de telles compétences. Leïla expliqua ses études, ses difficultés financières, son rêve de devenir interprète professionnel pour les organisations internationales. Elle parlait avec passion de son désir de faciliter la communication entre les peuples, de briser les barrières de l'incompréhension. Rachid resta silencieux pendant qu'elle parlait, mais Leïla remarqua qu'il prenait des notes mentales. Quand elle eut fini, il hocha la tête lentement, comme s'il venait de prendre une décision importante. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère complètement transformée. Des rires résonnaient maintenant à la table. Les conseillers de Rachid se détendaient, et même M. Beaumont semblait avoir rajeuni de 10 ans.
Vers la fin de la soirée, alors que le dessert était servi, Rachid demanda à parler à Leïla en privé. Ils s'éloignèrent légèrement de la table et il lui fit une proposition qui allait changer sa vie. Il cherchait une interprète personnelle pour l'accompagner dans ses voyages d'affaires européens pendant les 6 prochains mois. Le salaire qu'il proposait représentait plus que ce qu'elle gagnerait en 3 ans au restaurant. Leïla était stupéfaite. C'était une opportunité incroyable, mais aussi terrifiante. Quitter son emploi stable, faire confiance à un homme qu'elle venait de rencontrer, plonger dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Rachid, voyant son hésitation, lui assura qu'elle aurait un contrat en bonne et due forme, que tout serait professionnel, et qu'il respectait profondément son talent. 3 jours plus tard, Leïla se retrouvait dans un jet privé, direction Genève, pour la première réunion d'affaires de Rachid. Elle avait accepté son offre après une nuit blanche de réflexion et une longue conversation avec sa mère. Le contrat était généreux, protecteur, et cette expérience pourrait ouvrir des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Mais rien ne l'avait préparée à la complexité de son nouveau rôle. Être l'interprète personnel de Rachid Al-Mansouri ne signifiait pas simplement traduire des mots. Elle devait comprendre les non-dits, les tensions politiques, les jeux de pouvoir subtils qui se jouaient dans chaque réunion. Elle devait être invisible et indispensable à la fois. La première réunion fut un baptême du feu. Rachid négociait l'acquisition d'une chaîne hôtelière suisse avec des investisseurs européens méfiants. Les discussions étaient tendues, chaque partie cherchant à établir sa dominance. Leïla traduisait avec précision, mais elle remarqua rapidement que certaines nuances culturelles échappaient aux 2 camps. Quand un investisseur suisse utilisa une expression idiomatique française que Rachid ne comprenait pas, elle ne se contenta pas de traduire littéralement. Elle expliqua le contexte, la signification profonde, l'intention derrière les mots. De même, quand Rachid utilisa une métaphore arabe traditionnelle, elle la rendit accessible aux Européens sans en diluer la sagesse. Progressivement, l'atmosphère de la réunion changea. Les 2 parties commencèrent à se comprendre véritablement, au-delà des simples mots. Un accord fut trouvé, bénéfique pour tous. En sortant de la salle de conférence, Rachid se tourna vers Leïla avec un sourire approbateur. Il lui dit en arabe qu'elle n'était pas une simple traductrice, mais une architecte de pont entre les civilisations. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Londres, Berlin, Madrid, Rome. Chaque ville apportait son lot de défis linguistiques et culturels. Leïla découvrait un monde qu'elle n'avait connu que dans les livres. Des salles de conseil aux palaces historiques, des musées privés aux restaurants étoilés. Mais elle découvrit aussi un autre aspect de Rachid. Derrière le masque du milliardaire impitoyable se cachait un homme profondément solitaire. Entre 2 réunions, il lui parlait de sa famille restée en Arabie Saoudite, de ses 3 enfants qu'il voyait trop rarement, de sa femme décédée 5 ans auparavant et qu'il n'avait jamais remplacée. Il lui confiait ses doutes, ses craintes, que son empire commercial ne devienne sa seule identité. Leïla l'écoutait avec compassion, offrant parfois des paroles de réconfort. Une relation de confiance mutuelle se développait entre eux, transcendant le simple rapport employeur-employé. Rachid respectait son intelligence, sa discrétion, sa capacité à voir au-delà des apparences. Elle admirait son intégrité, sa générosité discrète envers de nombreuses causes caritatives qu'il finançait anonymement. Mais cette proximité ne passait pas inaperçue. Karim, le conseiller principal de Rachid, commença à manifester de la jalousie. Il voyait d'un mauvais œil l'influence grandissante de Leïla. Lors d'une réunion à Berlin, il tenta de la discréditer en affirmant qu'elle avait mal traduit un passage crucial. Leïla, blessée mais digne, demanda à vérifier l'enregistrement de la réunion. La vérification prouva qu'elle avait raison. Rachid convoqua Karim en privé. Et bien que Leïla ne fût pas présente, elle comprit que des mots sévères avaient été échangés. Karim s'excusa par la suite, mais une tension demeurait. Cet incident révéla à Leïla les dangers de sa position.
Elle évoluait dans un univers où les enjeux étaient colossaux, où chaque mot pouvait valoir des millions, où la confiance était une monnaie rare. Un soir à Barcelone, après une journée particulièrement difficile, Rachid l'invita à dîner dans un restaurant avec vue sur la mer Méditerranée. Ce n'était pas un dîner d'affaires, juste deux personnes partageant un repas. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs rêves d'enfance, de littérature, de philosophie. Rachid récita des vers de poésie arabe classique, et Leïla répondit avec des extraits de Baudelaire en français. C'est durant cette soirée que Leïla comprit qu'elle était à un carrefour. Elle avait accompli des choses extraordinaires ces derniers mois, gagné plus d'argent qu'elle n'en avait jamais eu, voyagé à travers l'Europe. Mais elle sentait aussi qu'elle perdait quelque chose d'elle-même. Elle devenait une extension de Rachid, définissant sa valeur par son utilité pour lui. Rachid, avec sa perspicacité habituelle, perçut son trouble. Il lui demanda directement ce qui la préoccupait. Leïla, après un moment d'hésitation, lui parla de ses craintes. Elle aimait son travail, elle était reconnaissante pour cette opportunité, mais elle ne voulait pas devenir quelqu'un qui vivait uniquement à travers les succès des autres. Rachid écouta attentivement, puis lui répondit avec une sagesse qui la surprit. Il lui dit qu'elle lui avait appris quelque chose d'essentiel ces derniers mois, que la vraie richesse ne résidait pas dans les actifs ou les investissements, mais dans les connexions humaines authentiques, dans la capacité à se comprendre mutuellement malgré les différences. Le dernier mois du contrat de Leïla approchait et une décision importante devait être prise. Rachid lui avait proposé de prolonger leur collaboration, voire de la rendre permanente avec un rôle élargi dans son organisation. L'offre était généreuse, presque irrésistible. Mais Leïla savait au fond d'elle-même qu'elle devait suivre son propre chemin. La réunion finale avait lieu à Paris, bouclant ainsi la boucle de cette aventure extraordinaire. Rachid devait signer l'accord d'investissement pour lequel il était venu 6 mois auparavant. Ironiquement, le dîner de signature était organisé au Papillon d'Or, le restaurant où tout avait commencé. Monsieur Beaumont les accueillit avec une chaleur authentique cette fois. Il avait entendu parler du succès de Leïla et la regardait maintenant avec un respect nouveau. Ses anciens collègues serveurs la saluèrent avec admiration, certains avec envie. Tout avait changé. Et pourtant, en franchissant ses portes familières, Leïla sentit qu'elle revenait à l'essentiel. Le dîner réunissait des dizaines d'investisseurs, d'hommes d'affaires, de personnalités influentes. Leïla traduisait avec l'aisance acquise durant ces mois intenses, mais elle le faisait maintenant avec une confiance absolue. Elle n'était plus la serveuse timide qui avait osé parler ce soir-là. Elle était devenue une professionnelle respectée, une voix que les puissants écoutaient. Pendant le repas, Rachid prit la parole pour un discours. Leïla traduisait simultanément, mais elle fut surprise quand il commença à parler d'elle. Il raconta l'histoire de leur rencontre, comment une jeune serveuse courageuse avait transformé un désastre en opportunité. Il expliqua que son succès européen ne tenait pas seulement à ses stratégies d'affaires, mais à sa capacité nouvellement acquise de vraiment écouter, vraiment comprendre. Il annonça ensuite quelque chose qui stupéfia l'Assemblée. Il créait une fondation pour promouvoir les échanges culturels entre le monde arabe et l'Europe, finançant des bourses d'études pour de jeunes traducteurs et interprètes. La fondation porterait un nom qui honorait ce que Leïla représentait, le pont entre deux mondes. C'était sa façon à lui de s'assurer que d'autres jeunes talents auraient les opportunités qui lui avaient parfois manqué. Les applaudissements éclatèrent, et Leïla sentit des larmes monter à ses yeux. Rachid la regardait avec une fierté paternelle. Il comprenait qu'elle ne resterait pas avec lui de façon permanente, mais il voulait s'assurer que son impact continuerait bien au-delà de leur collaboration. Après le dîner officiel, alors que les invités se mêlaient et que les accords étaient signés, Rachid et Leïla se retrouvèrent seuls sur la terrasse du restaurant. La tour Eiffel scintillait au loin et Paris déployait sa magie nocturne. Ils restèrent silencieux un moment, savourant la paix après des mois de tourbillons.
Rachid finit par parler en arabe, la langue de leur première vraie conversation. Il la remercia non seulement pour son professionnalisme, mais pour lui avoir rappelé que derrière chaque transaction, chaque contrat, chaque négociation, il y avait des êtres humains, avec des histoires, des cultures, des âmes. Elle lui avait appris à ralentir, à écouter, à chercher la compréhension plutôt que simplement l'efficacité. Leïla répondit qu'elle lui était tout aussi reconnaissante. Il lui avait donné confiance en elle, lui avait montré que ses compétences avaient une valeur immense, qu'elle pouvait naviguer dans les plus hautes sphères tout en restant fidèle à elle-même. Il lui avait offert une éducation qu'aucune université n'aurait pu lui donner. Ils discutèrent ensuite de l'avenir. Leïla allait retourner à ses études, mais avec une nouvelle perspective et les moyens financiers de les compléter sans stress. Elle avait déjà reçu des offres de plusieurs organisations internationales impressionnées par son parcours. Rachid lui promit que sa fondation serait toujours là pour la soutenir, qu'elle faisait maintenant partie de sa famille élargie. Avant de se séparer, Rachid lui offrit un cadeau. C'était un livre ancien de poésie arabe, relié en cuir et orné de calligraphie dorée. À l'intérieur, il avait écrit une dédicace en arabe et en français, une citation du poète Khalil Gibran sur l'art de la communication et la beauté de l'âme humaine. Leïla serra le livre contre son cœur, profondément émue. Les semaines suivantes, l'histoire de Leïla fit le tour des médias. Non pas comme un conte de fées où la serveuse épouse le milliardaire, mais comme une histoire bien plus précieuse, celle du pouvoir de la compréhension mutuelle, du courage de parler quand le silence serait plus facile, de la dignité de toutes les professions et de toutes les personnes. Leïla a reçu des centaines de messages de jeunes gens issus de l'immigration, se reconnaissant dans son parcours. Elle devint malgré elle une inspiration, prouvant que les compétences multiculturelles n'étaient pas un handicap, mais un atout précieux dans le monde moderne. Elle donnait des conférences dans les universités, partageant son expérience et encourageant d'autres à embrasser leur héritage multiculturel. 1 an plus tard, Leïla travaillait pour l'UNESCO comme interprète senior, spécialisée dans les dialogues interculturels. Elle voyageait toujours beaucoup, mais maintenant pour servir des causes qui lui tenaient à cœur, la paix, l'éducation, la compréhension entre les peuples. Elle restait en contact régulier avec Rachid, qui était devenu un ami et un mentor. La fondation qu'il avait créée avait déjà aidé plus de 100 jeunes traducteurs à réaliser leurs rêves. Certains travaillaient maintenant dans les Nations Unies, d'autres dans des ONG internationales, tous portant ce message que Leïla avait incarné ce soir mémorable au Papillon d'Or, que chaque voix mérite d'être entendue, chaque culture mérite d'être comprise. Parfois, tard le soir, Leïla repensait à ce moment où elle avait pris son courage à 2 mains pour parler à Rachid. Un instant de bravoure qui avait changé non seulement sa vie, mais celle de nombreuses autres personnes. Elle comprenait maintenant que nous avons tous le pouvoir de construire des ponts, de transformer l'incompréhension en dialogue, l'ignorance en connaissance. Le monde avait besoin de plus de gens prêts à faire ce pas, à tendre la main vers l'autre, à apprendre sa langue, non seulement pour communiquer, mais pour véritablement se comprendre. Et chaque fois qu'elle se tenait devant une assemblée internationale, traduisant les espoirs et les rêves de personnes de cultures différentes, elle se rappelait qu'elle n'était pas qu'une interprète de mots, elle était une interprète d'humanité, une gardienne de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous divise. Et tout avait commencé parce qu'elle avait osé parler quand personne d'autre ne le pouvait, parce qu'elle avait vu en un homme frustré, non pas un milliardaire arrogant, mais un être humain, cherchant simplement à être compris. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Votre soutien nous aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment. Nous adorons savoir que notre communauté s'étend partout dans le monde. Merci de faire partie de cette belle aventure avec nous.